Nous allons procéder au discours d'ouverture de nos invités. Et donc, nous appelons notre premier invité à la tribune, Monsieur Gagné. Vous avez maintenant la parole. Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, Madame l'attachée de coopération éducative, Mesdames et Messieurs les enseignants, chers lycéens du lycée Pierre Loti d'Istanbul, chers lycéens du lycée Léonard, chers lycéens du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix d'Athènes. Je tiens, au nom des organisateurs du LFH MUN, élèves du lycée franco-hellénique Eugène Delacroix, à remercier sincèrement et chaleureusement M. Nicolas Balin, directeur de l'Institut français d'Athènes, et son équipe, qui nous ouvre les portes de son établissement et met à notre disposition cette salle et des espaces de travail pour faire vivre cette initiative de la jeunesse des lycées du monde et donner ainsi à cet événement l'importance et la solennité qu'il mérite. Aux familles qui hébergent les élèves extérieurs pendant ces quelques jours, j'adresse mes plus sincères remerciements, car au-delà du sens de l'accueil qui caractérise les habitants de la Grèce, ils sont un soutien logistique très important pour les organisateurs. Je souhaite également mettre à l'honneur le groupe des élèves de terminale du LFHED à l'œuvre sur l'organisation de cet événement depuis de longues semaines. Chers élèves, votre présence ici repose sur leur enthousiasme, leur disponibilité et leur expérience des sessions passées. Il est important de souligner leur dévouement et leur investissement quand tout les appelle à se concentrer sur leur année de baccalauréat. C'est une belle assemblée que de vous voir ici réunis aujourd'hui, près de 350 élèves de tous les horizons, réalité d'une jeunesse qui paraît soudain très proche et enthousiasmante. Si la provenance géographique de cette assemblée est peut-être moins diversifiée qu'au cours des sessions précédentes, elle n'en est pas moins symboliquement forte. Je salue nos amis du lycée Pierre Loti d'Istanbul, fidèles à ce rendez-vous du LFHED depuis plusieurs années. Votre présence à nos côtés est la preuve tangible que l'on peut dépasser les frontières physiques ou invisibles pour entretenir les amitiés qui construiront le monde de demain. À ce titre, le MUN n'est pas seulement un exercice rhétorique, mais un moyen de vous projeter peut-être sur un rôle que vous aurez à jouer à l'âge adulte. Je tiens à vous remercier pour cet effort et cet engagement à faire vivre une action phare de l'AEFE. Né il y a 5 ans, le LFH MUN est un laboratoire d'idées à l'échelle de votre perception et de votre vision du monde. Il vous invite à vous interroger et vous projeter, à définir des problématiques et tenter d'y apporter des réponses, à adopter entre vous les bases d'un dialogue fondé sur les pratiques de la diplomatie et des relations internationales. En 3 jours passés ici à l'IFG et au LFHED, vous travaillerez peut-être moins vos cours, qu'il faudra néanmoins rattraper lorsque vous serez de retour dans vos lycées, mais vous investirez toutes les compétences transversales auxquelles vos enseignants vous ont formés depuis des années. Écouter, comprendre, synthétiser, proposer et prendre la parole en public. Un savoir-être qui vous servira longtemps après que vous aurez quitté vos lycées respectifs pour entrer dans la vie étudiante. Le thème de travail qui vous réunit ici à Athènes pour cette 5e édition est ambitieux, car il vous demande de vous pencher sur les contradictions de notre monde. Un défi humaniste qui, je l'espère, vous permettra de mettre en avant les valeurs de la jeunesse, souvent écartelées entre utopie et réalisme, entre inquiétude et espoir, entre résignation et action. Je ne doute pas que vous allez vous investir avec conviction sur cette thématique, sachant mettre en avant ce qui fait la valeur de votre âge, à savoir la spontanéité et l'énergie de l'action collective. Je ne doute pas de votre capacité à faire la démonstration que vous êtes prêts et prêtes à vous engager au service d'un monde qui vous sera prochainement confié. Bon travail à tous
et bon séjour à Athènes. Nous vous remercions pour vos discours. Madame Savinidou, le secrétariat vous appelle à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, Monsieur Eibalan, Madame l'attachée de coopération éducative, mes chers collègues, mes chers élèves, en prenant la parole devant un tel auditorium, je ne peux pas qu'être impressionnée par le chemin parcouru du LFH Mune et remercier vivement la directrice Melopi et la secrétaire générale Anastasia Melina Lucas pour l'organisation de ces Mune LFH. Toute la communauté scolaire représentée ici par Monsieur le proviseur, Monsieur Gagné, nous portons un grand intérêt à cette véritable institution qui est devenue le LFH Mune, aussi bien pour nos élèves qui sont de plus en plus nombreux et fidèles à ces rendez-vous annuels, et aussi pour les élèves pour les autres établissements scolaires que nous avons le plaisir de héberger. Votre présence, des élèves de Pierre-Loti, du lycée Léonin des Patriciens, auprès de nous redonne un incroyable sentiment de satisfaction et nous indique que nous sommes dans la bonne direction. Depuis le début de cette année scolaire, les élèves, en genre de cet événement et participant aux mines, se familiarisent avec les instances pour mieux défendre les valeurs de paix, de démocratie, d'équité, des valeurs de la nature, de l'environnement, de leur propre vie. Et alors, ce travail me rassure que ces élèves vont construire un monde qui ne sera pas un monde abattu, pas du tout corrompu. Vous, les élèves, inspirés par les valeurs et les outils de cette institution, vous savez très bien, non seulement comment vous pouvez communiquer avec le monde, mais vous savez très bien comment vous pouvez devenir les acteurs pour bâtir un monde meilleur. En terminant, je voudrais bien exprimer mon admiration pour mes collègues. Des collègues qui savent très bien transmettre leur énergie à nos élèves et le rendre autonome. Et je voudrais bien remercier ces élèves, bien entourés par ces professeurs, qui peuvent maintenant passer à l'action et devenir ça qui Omer a dit, bon à la parole, mais aussi efficace à agir. Profitez bien de ces mines. Nous vous remercions pour vos discours. Le secrétariat appelle maintenant le directeur de l'Institut français de Grèce, M. Nicolas Ibalan. Bonsoir à tous. Nicolas Ibalan, directeur de l'Institut français. J'ai rejoint le ministère des Affaires étrangères français il y a 30 ans. Une petite expérience de la négociation multilatérale et bilatérale. D'abord, je suis ravi de voir cet auditorium rempli. C'est toujours notre objectif quand on fait des événements, c'est de voir aucun siège libre. Ce n'est pas toujours le cas. Et je suis ravi de le voir rempli de jeunes gens. Voilà. On veut toujours rajeunir notre public. Maintenant, on sait comment il faut faire. Il faut inviter le lycée franco-hellénique Eugène Delacroix. Je salue les élèves du lycée d'excellence. J'ai eu le plaisir, il y a quelques mois, de remettre les diplômes du baccalauréat, au mois de juin de cette année. Et j'ai été impressionné par le niveau des notes obtenues par les élèves. Je crois que le lycée avait obtenu le meilleur résultat. L'élève qui avait eu la meilleure moyenne, quasiment 20 sur 20, de toute la région sud-est méditerranéen, était un élève du LFH. Je salue également les élèves du lycée Pierre-Loti d'Istanbul.
et ceux du lycée Léonin de Patricia, que j'ai eu le plaisir de visiter il y a à peu près 1 an, et j'avais également été impressionné par l'excellence de ces installations éducatives et sportives, et bien entendu par le niveau de français des élèves que j'avais pu rencontrer. J'ai vu que vous avez choisi un titre, vous y allez pas de la morte, hein. Un monde corrompu et abattu. Bon, alors je ne sais pas si ça signifie que vous êtes extrêmement pessimiste, ou si vous avez placé la barre très haut pour montrer qu'on peut essayer d'agir sur ce monde pour qu'il ne soit ni corrompu ni abattu. Mais en revanche, vous avez mis le doigt sur quelque chose qui nous inquiète tous, diplomates ou pas. C'est que la période qu'on a vécue depuis l'après-guerre, et qui a connu sans doute son âge d'or dans les années 90, c'est-à-dire la période multilatérale, la période du multilatéralisme, est en danger. Le multilatéralisme, c'est quoi? Je pense que vous le savez déjà. C'est un certain nombre, après la guerre, un certain nombre des États qui sont sortis vainqueurs de la guerre, on dit, nous avons, ces guerres meurtrières, destructrices, ont été rendues possibles parce qu'il n'existait pas une institution multilatérale, internationale, capable de gérer les conflits d'intérêts entre les États, capable de mettre en place des règles, des valeurs auxquelles tous ces États pouvaient adhérer. Et que ces éléments étaient susceptibles, quand on les mettait en place, de réduire les causes de conflits et d'empêcher les guerres entre les États. On a la Charte des Nations Unies, qui règle notamment l'utilisation du droit de la force, dans des conditions assez précises. On a eu en Europe la construction d'une organisation internationale très particulière, très originale, et qui finalement est une grande réussite, quels que soient ses défauts, l'Union européenne. Le continent qui avait vu naître 2 guerres mondiales, 2 guerres européennes qui sont devenues mondiales, l'Europe a réussi à se pacifier et à mettre en place des coopérations pour régler tous les conflits qui pouvaient naître, pour éviter même qu'ils ne puissent émerger. Ces constructions sont en danger. Alors on a eu une période, je vous dis, assez particulière, les années 90, la disparition de l'Union soviétique, la fin de la guerre froide. Et là, on a eu le sentiment que le multilatéralisme pouvait véritablement s'imposer au monde entier. On a eu des grands traités à l'époque. Donc, quand je suis rentré au ministère des Affaires étrangères, on négociait avec l'URSS, ça existait encore, la disparition ou la diminution importante des armements en Europe. On a eu des très grands traités en 90, en 91, de réduction des armements en Europe, armements conventionnels, armements nucléaires. C'est l'époque où l'Union européenne s'élargissait à des pays anciennement dominés par l'URSS. Voilà, donc tout ça, ça paraissait ouvrir une période de paix éternelle. Et puis, depuis le début des années 2000, les choses se sont cachées, se sont gâtées. Disons-le franchement, en partie parce que le pays qui dominait ce système, les États-Unis d'Amérique, n'ont pas joué le jeu. La guerre qu'a menée le président Bush Junior en Irak était une violation de ces règles multilatérales, puisque ça a été une attaque contre un pays souverain, quels que soient les défauts de son régime, qui n'était pas justifiée par quelque raison que ce soit. Elle était contraire à la Charte des Nations Unies. Et puis, le monde, la puissance qui existait dans le monde, s'est un peu égalisée. C'est-à-dire que la puissance américaine, qui était écrasante au lendemain de la guerre, et jusqu'aux années encore 70-80, qui est devenue unique, on appelait cette époque de l'hyperpuissance américaine. Il n'y avait aucun pays capable de faire contrepoids aux États-Unis et à ses valeurs, qui sont les valeurs du monde occidental, mais valeurs qui ont été universalisées par les traités dont je vous ai parlé. Eh bien, cette puissance, elle a diminué relativement avec l'apparition de nouveaux acteurs, et notamment de la Chine. Et avec un pays, la Russie, extrêmement affaibli, mais qui conservait un ressentiment incroyable à l'égard de sa déchéance. Et donc, cette période nouvelle qui s'est ouverte, je pense, au début des années 2000, 11 septembre, guerre américaine en Irak, elle a connu, la dégradation a connu une accélération brutale dans les années 2010, avec le résultat qu'on connaît, l'agression russe au mois de février dernier, la première fois en Europe qu'un État en attaque un autre, en dehors de toutes les règles prévues par la Charte des Nations Unies. Donc je pense que votre pessimisme vient
de ces situations actuelles, celles que l'on connaît. Alors le multilatéralisme, ça permet principalement d'éviter les conflits ou de régler les divergences d'intérêts par la négociation, mais ça permet aussi, je crois que vous aurez une intervention tout à l'heure, ça permet d'essayer de régler en commun des problèmes qu'affronte l'humanité dans son ensemble. Le problème majeur, vous le savez tous, c'est celui de l'environnement, du climat, de la dégradation prévue, annoncée des conditions de vie sur Terre. Et ça, c'est un problème majeur qui nous concerne tous et qu'on ne pourra pas régler nationalement. Qu'il faut régler par des coopérations entre tous les États concernés. Et vous avez vu à quel point c'est difficile. La COP27 qui s'est tenue en Égypte à Sharm el-Sheikh, de ce point de vue-là, n'a pas été extrêmement concluante. N'oublions pas quand même que la coopération internationale, le multilatéralisme, c'est pas une affaire qui est née juste après la guerre. Ça fait longtemps que les États essayent de mettre en place des institutions communes. Par exemple, l'Union postale universelle, qui est désormais un organisme des Nations Unies, avait été mis en place dès le 19e siècle pour faire en sorte que le courrier puisse circuler librement dans tous les pays du monde. Donc il y a tout un système qui s'est renforcé. On a des phases dans l'histoire, on a des cycles. On a un cycle d'augmentation du multilatéralisme jusqu'aux années 2000. On a une dégradation progressive et on a une dégradation brutale avec la guerre en Ukraine, dont l'issue est incertaine, mais dont l'issue déterminera le monde dans lequel nous allons vivre, dans lequel vous allez vivre la plus grande partie de votre vie d'adulte. Alors j'ai vu que vous aviez... j'ai pas entendu citer la Corée du Nord, là, parmi les pays. Si, très bien. Bon, voilà, vous allez vous amuser. Voilà, j'ai vu qu'il y avait la Corée du Nord. Vous avez mis la Syrie aussi. Donc effectivement, des pays qui sont totalement à l'écart du système international, et c'est ça qui est inquiétant, qui il y a quelques années paraissaient effectivement des parias, c'est-à-dire des États auxquels personne ne pouvait faire confiance, et qui ont eu un certain nombre d'alliés. Alors c'est pas eux qui vont bouleverser l'ordre international, mais le fait que ces États qui violent toutes les règles, qui ne sont partis quasiment à aucun grand traité international, ou qui les violent, la Syrie qui a violé la Convention d'interdiction des armes chimiques en gazant sa population, la Corée du Nord qui s'est retirée du TNP et qui fait des essais nucléaires, enfin qui est sur le point peut-être de faire des essais nucléaires. Donc ces petits, ce qui était à l'époque quelque chose de marginal, peut effectivement se développer et se répandre. Je ne sais pas s'il y a l'Iran également chez vous, là. Non, vous avez l'Iran ? On a l'Iran. D'accord, très bien. Bon, donc je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà. Donc écoutez, je trouve que c'est un exercice excellent que vous allez faire. Certains d'entre vous, peut-être à l'issue de ces études, décidera de travailler dans la diplomatie de son pays, pour la France, pour la Grèce, pour la Turquie. Voilà, je vous souhaite... après 30 ans d'expérience et encore quelques années de vie professionnelle, je pense que je ne le regrette pas. Vous avez l'impression aussi de participer à l'histoire qui se fait, c'est-à-dire d'être un acteur, ou un témoin en tout cas, des grands événements du monde. La preuve, c'est que la plupart des diplomates, ensuite, écrivent leur mémoire. Ça n'intéresse pas grand monde, mais on considère qu'ils ont appris beaucoup de choses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne session de travail. Vos salles nous sont ouvertes et j'espère qu'on me rendra compte des conclusions auxquelles vous avez abouti. Merci à tous. Nous vous remercions pour vos discours. Nous appelons maintenant Madame Elisabeth Chouraki, experte technique internationale auprès du Programme des Nations Unies pour l'environnement et le plan d'action pour la Méditerranée. Bonjour à tous, chers proviseurs, chère directrice de la section hellénique, cher directeur de l'Institut français, chère présidente et secrétaire générale de la LFH, mais surtout, chers élèves, je voudrais vous adresser tous mes remerciements pour cette invitation. Pour moi, c'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça trouve un écho particulier à mes yeux de pouvoir participer au MUN en tant qu'intervenante et non plus en tant qu'élève, comme ça m'est arrivé plus tôt durant mes études. Donc aujourd'hui, si nous sommes tous réunis ensemble, c'est parce que je pense que nous partageons une lecture commune
que le thème choisi pour cette conférence illustre bien. C'est celle d'abord que nos biens publics mondiaux, et au premier rang desquels notre environnement, notre planète, ont plus que jamais aujourd'hui besoin d'être protégés. La protection, le premier mot du thème choisi pour cette conférence, mais aussi pour assurer notre liberté et notre sécurité dans un monde qui est chaque jour plus abattu, plus malade, ailing, de la double crise climatique et environnementale. Mais je pense que nous partageons aussi une vision commune, celle que face à cette crise, il y a un besoin de multilatéralisme renforcé et d'une gouvernance intégrée qui se fait ressentir avec toujours plus d'acuité parce que nos ressources naturelles, elles, ne connaissent pas de frontières. Et donc, il me semble que nous avons tous aujourd'hui le souci en commun de nous mobiliser de façon volontaire pour y faire face à travers des formes d'engagement multiples. Et celui de comprendre et d'expérimenter les processus de prise de décision multilatéraux, tels que le MUN, en est une. Elle est même essentielle, je pense, pour mieux y peser, pour y faire entendre sa voix et pour plaider pour une plus grande solidarité intergénérationnelle dans ces enceintes. Aujourd'hui, plus que jamais, ces processus ont besoin du volontarisme de la jeunesse, et vous, qui choisissez de bifurquer, qui avez compris l'importance de peser de tout votre poids dans ces enceintes, vous devez, je pense, à la fois vous engager pour que ces cadres multilatéraux environnementaux aujourd'hui soient à la fois plus ambitieux dans le processus d'adoption, mais soient aussi mis en œuvre et respectés. Et je pense que vous pouvez aussi apporter une contribution fondamentale pour que ces cadres puissent se rénover, se réinventer. Et vous parlez de l'échec de la COP27, je pense que la jeunesse pourrait aider à repenser le processus des COP. Mais moi, je voudrais aujourd'hui saluer aussi la marque d'intérêt que vous portez aujourd'hui à vivre l'expérience du MUN à travers votre parcours de formation et vous donner un exemple en fait un peu plus pratique de ce qu'est au quotidien le travail multilatéral et faire un petit focus sur la convention régionale en place en mer Méditerranée, la convention de Barcelone pour la protection de l'environnement marin et côtier, qui est la plus ancienne des conventions environnementales internationales, qui a été adoptée en 1975. Donc j'ai une petite présentation. Donc, voilà. Donc la convention de Barcelone pour la mer Méditerranée, elle fait partie du programme régional des mers. Donc dans le monde, il y a en fait 5 conventions régionales des mers que l'ONU Environnement a mis en place. Founded in 1974, the UN Regional Seas Program Vous supports pouvez entendre, peut-être qu'on n'a pas forcément le temps. 18 different regions to protect our ocean resources from pollution and improve ocean health. The Regional Seas Programs coordinate action plans and national implementation to make a difference for the people who depend on the sea. They raise the environmental awareness of the public, governments and decision makers and initiate action on the ground. UN Environment's Regional Seas Program is helping restore the balance, using worldwide collaboration and agreement, regional expertise, and national action. Together, we can make it work. Vous dire quelques mots pour vous présenter un peu plus en détail la Convention de Barcelone qui fait partie de ce programme régional des mers de l'ONU Environnement. Donc elle a été établie en 1975 comme un cadre de coopération multilatérale qui avait pour ambition de résoudre les défis communs de l'environnement, de la dégradation de l'environnement marin en Méditerranée. Et donc l'UNEP-MAP a en fait préparé le développement de cette Convention de Barcelone et a donné une base légale pour une action concertée des pays du pourtour méditerranéen. Ensuite, il y a eu une deuxième étape, en fait, à la suite du sommet de la Terre, avec l'adoption d'un plan d'action pour la protection de l'environnement et le développement durable des zones côtières de la Méditerranée, qui a été adopté en 1995, 3 ans après le sommet de la Terre. Donc, la Convention
Donc la convention a changé de nom en 1995. Elle est passée d'un focus sur la pollution à un focus sur l'environnement marin et côtier. Et donc elle est devenue la convention pour l'environnement marin et côtier. Elle a été amendée donc, le 10 juin 1995 et renommée pour traduire ce nouveau centre d'intérêt. L'objectif de cette convention, c'est d'assurer un bon statut environnemental dans la Méditerranée. Et elle est adossée à 7 protocoles qui couvrent des enjeux plus spécifiques, tels que, vous pouvez en voir la liste ici, la prévention de la pollution contre les déversements des bateaux dans la mer et aussi des avions. Il y a aussi un protocole sur la prévention de ce qu'on appelle les pollutions des bateaux en cas de donc les marées noires en fait, en français. Il y a un protocole sur la pollution qui provient des sources terrestres, donc par exemple toutes les eaux usées, polluées, les eaux douces qui se déversent dans la mer avec leurs déchets. Il y a aussi un protocole pour la protection des aires marines protégées. Aujourd'hui en Méditerranée, on n'a que 1% d'aires marines réellement protégées. L'ambition du futur cadre mondial pour la biodiversité qui va être adopté à la COP15, normalement on espère dans 2 semaines, c'est d'atteindre 30% au niveau mondial. Donc on doit multiplier par 30 notre surface d'aires marines protégées pour réussir à assurer la durabilité de la vie marine en Méditerranée. Il faut savoir que 80% des stocks de poissons aujourd'hui sont surexploités. Le travail est immense. Donc, je voulais aussi vous présenter un petit peu les pays qui font partie de cette convention de Barcelone, donc ils sont 22. L'Union européenne y siège et y représente tous les États membres du pourtour méditerranéen, de l'Espagne à la Grèce. Et je ne sais pas si le temps le permet, mais je voulais aussi un petit peu vous expliquer comment fonctionne en fait l'UNEP-MAP en tant qu'institution, puisque en fait c'est à la fois un cadre légal et réglementaire, mais c'est aussi en fait un cadre qui permet la mise en œuvre. Et au final, c'est le plus important derrière. C'est important d'adopter des cadres ambitieux, d'avoir des objectifs qui permettent véritablement de résoudre les problèmes, mais c'est surtout important de pouvoir opérationnaliser les choses derrière et les opérationnaliser dans les délais, de façon inclusive et avec tous les acteurs. Donc l'UNEP-MAP en fait concentre son action pour ça sur 2 axes de travail. Le premier, c'est de faire des évaluations basées sur la science. Donc vous savez qu'il existe le GIEC pour le changement climatique qui émet des rapports réguliers. Pour la biodiversité, il y a aussi un autre corps qui est un petit peu moins connu qui s'appelle l'IPBES. Et au niveau méditerranéen, on a le MEDEC, qui est le GIEC régional, qui est basé à Marseille, au sein du Plan Bleu. Et puis, de l'autre côté, on gère aussi des projets qui se veulent pilotes et qui veulent être scalable, c'est-à-dire passer à l'échelle, faire en sorte ensuite que ces expériences pilotes puissent être répliquées dans l'ensemble de la région et montrent la voie pour réellement prendre à bras-le-corps les défis. Donc, je voulais aussi vous présenter rapidement comment fonctionne le dispositif institutionnel de l'UNEP-MAP. C'est une configuration assez unique, sui generis, puisqu'on a une unité de coordination ici à Athènes, mais on a aussi 6 centres régionaux d'activités thématiques qui sont tout autour du pourtour méditerranéen, donc, qui traitent en fait des sujets plus spécifiques. Alors, je vais être un petit peu chauvine, je vais commencer avec le Plan Bleu à Marseille, qui est centré sur les enjeux d'environnement et de développement. Mais on a aussi un centre à Barcelone qui traite de tous les sujets de consommation et de production durable, qui est une des plus grosses causes aujourd'hui de pollution. On a enfin un centre qui est centré sur la biodiversité marine, qui est basé à Tunis. Un autre sur la communication, la sensibilisation, l'éducation environnementale à Rome. Un sur la pollution marine causée par le trafic maritime qui est basé à Malte. Et enfin, un programme thématique qui est aussi dans les bureaux à Athènes, qui traite de tous les sujets de pollution, y compris la pollution plastique, qui est, vous le savez, aussi un important sujet dans l'agenda international aujourd'hui, puisqu'un traité international de lutte contre la pollution plastique est en train d'être développé. Donc je comprends aussi que dans la salle, il y a des élèves du lycée français en Turquie, et il faut savoir que la dernière COP de la Convention de Barcelone, elle a eu lieu en décembre dernier à Antalya,
J'y étais pas encore, j'ai pris mon poste récemment, mais je voulais vous présenter quelques lignes sur ce qui a été décidé. Donc il y a eu une déclaration ministérielle importante qui était concentrée sur 4 axes. Le premier, c'était de changer en fait de modèle, de se recentrer pour avoir un modèle économique et de société résilient au changement climatique, efficient en termes d'utilisation des ressources et durable, notamment promouvoir une économie circulaire avec le recyclage des déchets, mais aussi plus de sobriété, je pense, dans le mode de consommation et de production, pour aussi laisser en fait le legacy, c'est-à-dire le monde qu'on va vous laisser en fait à vous les jeunes, un monde sans pollution, sans déchets. Et puis protéger et restaurer la biodiversité et les écosystèmes. Vous savez qu'en 40 ans, on a 60% de notre biodiversité marine et terrestre qui a été détruite et qui a disparu, avec plus d'1 milliard d'espèces. Qu'il faut bien sûr élever notre niveau d'ambition si on veut réussir à enrayer la crise. Bon. Alors vous êtes aussi ici pour mieux comprendre les dispositifs institutionnels de décision. Donc je vous donne un petit aperçu aussi de comment s'organise le travail à l'UNEP. Donc on a une stratégie de moyen terme sur 5 ans, qui en fait aussi, il y a un souci d'aligner ça sur les ambitions plus globales. Donc vous savez qu'il y a l'agenda 2030 et les objectifs du développement durable, les Sustainable Development Goals. Mais qu'on est aussi actuellement dans la décennie des Nations Unies pour la science pour les océans, et aussi la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. À la fois replanter des arbres, mais aussi restaurer des aires marines protégées. Et puis l'ambition, bien sûr, c'est toujours aussi d'être dans plus de partenariats, de coordination entre les différentes échelles de gouvernance, puisque, en fait, bien sûr, le multilatéral est important, mais la mise en œuvre, elle s'opère au niveau local. Les 2/3 des politiques de gestion de la nature, ce sont les collectivités territoriales, la société civile, les acteurs de terrain qui les mettent en place. Et c'est vraiment essentiel d'articuler notre action et les mettre en œuvre ensemble. Et donc, quand on a une stratégie comme ça, il faut aussi qu'elle soit appuyée par un budget pour être mise en œuvre. Donc c'est très important. Et à la COP22, à Antalya, un budget a pu être adopté, avec des contributions volontaires des différents États. Il en a résulté, puisque dans une COP, vous avez à la fois l'accord, vous avez la déclaration ministérielle, mais vous avez aussi des décisions ad hoc qui sont prises, et qui sont assez importantes pour faire avancer les choses. Donc, à la COP22, on a eu, par exemple, une décision qualifiée de groundbreaking, parce que c'est quand même historiquement la première fois que des pays dans le monde s'engagent au niveau régional à éliminer, en fait, en Méditerranée, à faire de la Méditerranée une zone exclue, enfin sans émission de sulfure, d'oxyde de sulfure. Donc ça s'appelle le MEDSOX-EK, c'est un peu technique, mais c'est en application de la convention MARPOL, qui réglemente la pollution de l'air par les bateaux. Parce qu'en fait, les bateaux, ils polluent au CO2, donc ils accélèrent le changement climatique, mais ils émettent aussi des particules fines qui atteignent notre santé humaine et aussi celle des écosystèmes. Une autre décision importante, ça a été aussi, par exemple, d'adopter un programme d'action spécifique pour la conservation des écosystèmes et la gestion durable des ressources naturelles. Ça a aussi été d'adopter une stratégie régionale pour coordonner tout le monde et pour s'assurer que les aires protégées entre elles soient bien connectées, qu'il y ait des corridors écologiques pour que les poissons puissent circuler et ne restent pas en vase clos, et puissent faire leur migration aussi pour la reproduction, etc. Il y a aussi eu des plans régionaux de traitement des déchets. Il y a aussi eu des mesures, puisque vous savez quand même l'activité économique elle est essentielle, et donc il faut soutenir le développement d'une économie circulaire et verte, et renforcer aussi, enfin éduquer les consommateurs et renforcer la demande de produits durables. Enfin voilà, il y a eu toute une série de décisions importantes qui, dans les COP, ont vraiment leur importance au-delà de l'accord et des déclarations ministérielles.
Donc voilà, je vous invite à consulter le site de l'UNAMAP si vous voulez en savoir plus et comprendre un peu mieux comment fonctionne une convention régionale internationale. Pour ma part, il ne me reste plus, je pense, qu'à vous souhaiter 3 magnifiques journées de négociation ici et d'en ressortir grandi, plus que jamais déterminé à vous engager, à être force de proposition et à peser sur le cours du monde. Nous vous remercions pour votre discours et nous allons donc procéder au discours des membres du secrétariat. Nous invitons au podium Dimitri Nedal-Konitsiotis, vice-secrétaire général du secrétariat du LFH-MUN 2022. Switching to English. Honorable Secretariat, esteemed guests, dear delegates, I would like to welcome you all once again to the LFH-MUN 2022. I'm grateful for having been given the chance to talk about this project, which I hold very dearly. I have only been given 5 minutes to make a speech in which I must describe the MUN and its main theme. But instead of doing so, I'm going to break the norm, and I'm going to tell you a story. A year ago, I found myself sitting, just like you, in these exact same seats, listening as a newcomer to the previous secretariat and the previous guests, glorifying what was, in my eyes back then, an insignificant project, where regular old students just spent their time endlessly debating, wishing, and only wishing, they could touch the dream of being in the UN. What I admit I didn't comprehend back then is that this insignificant project where regular old students just debate incorporates in itself this exact dream. Because if I were to briefly try and describe the project, I would use a single word, the same word I would use to describe the UN: values. Why the word values, you might ask? Because in my eyes, through simulating the United Nations, by becoming presidents, vice presidents, delegates, we ourselves represent the true values of democracy. We ourselves represent freedom of expression. We ourselves represent freedom of press. We ourselves thus represent freedom in its essence. Freedom that is not to be considered given in a corrupt and alien world. This is why I was totally wrong back then, and this is why the MUN is of such importance. But before I sit down again, and we pass on to the speech of the Vice President of the General Assembly, I would like to stress the reason why I decided, whilst writing my speech, to only use one word when referring to the MUN. As much as I have tried to describe this project, as much as I have tried pushing the limits of the English language to simply try and draw a clear image of the MUN in order for you to understand it, I found myself unable to do so. But as the famous Danish philosopher Søren Kierkegaard once said, life must be understood backward and lived forward. On this note, I leave you to fully live the next 3 days and truly understand them only after they have ended. Thank you. Nous vous remercions pour vos discours. Nous invitons à présent à la tribune Pablo Gatti,
honorable secrétariat, chers invités, chers délégués, mesdames et messieurs. Cela va être maintenant la 3e fois que j'ai l'occasion de participer au LFH-MUN. Ayant été délégué auparavant, c'est un honneur d'être devant vous aujourd'hui en tant que vice-président de l'Assemblée Générale. Mais plus que cela, je suis ravi de pouvoir partager cette expérience unique avec vous tous, car elle symbolise un moment de partage et d'unité. De nos jours, nous vivons dans un monde déchiré. Et grâce à cela, j'ai pu découvrir à quel point cet événement est primordial. Grâce au LFH-MUN, j'ai pu prendre conscience des enjeux qui entourent notre monde et réaliser l'importance que cette conférence ait lieu. Cette expérience m'a donné la volonté d'agir, d'aider, de collaborer sur des sujets d'une envergure mondiale que je n'aurais jamais imaginé me voir moi-même chercher à résoudre. Et c'est cela qui rend cette conférence spéciale, unique. Ce n'est pas une simple réunion d'élèves, mais la réunion de notre génération pour chercher à construire un avenir meilleur. J'espère que les délégués s'engageront dans des débats pertinents afin de rendre cette conférence productive. Prenons tous des décisions judicieuses après avoir examiné chaque résolution. Gardez à l'esprit que le LFH-MUN est organisé pour parvenir à des solutions amenant à la protection, la liberté et la sécurité dans un monde corrompu, et non pour satisfaire une volonté individuelle. Je tiens à remercier tous les délégués pour leur participation, car c'est grâce à vous que l'on peut rendre cet événement possible. Je vous remercie pour votre attention. Je cède maintenant la parole au secrétaire. Nous vous remercions pour vos discours. Nous appelons à présent au podium la présidente de l'Assemblée Générale, le groupe de présidents. Honorable Secretariat, esteemed guests, dear delegates, ladies and gentlemen. 50 years ago, the United States President, John F. Kennedy said, "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country." Today, ask not what the world can do for you, but what you can do for the world. As we all know, the LFH-MUN is a special simulation of the United Nations because of its unique bilingual aspect and its capacity of bringing together a diversity of cultures. As a matter of fact, due to its variety of committees and the plethora of subjects concerning today's world, the LFH-MUN differs from any mundane MUN. Our great purpose relies on discussing and debating about worldwide issues brought at stake from all corners of the globe. Thus, it is our duty to overcome our differences and manage to solve our community's dilemmas and complications. We're gathered here to discuss, debate, and make recommendations on subjects pertaining to international peace and security, including development, disarmament, human rights, international law, and the peaceful arbitration of disputes between nations. In this era of globalization, being universally aware is more significant than ever. Therefore, it is fundamental to recognize our discrepancies in order to overthrow them and restore peace in a corrupted and ailing world. Hence, we're honored to have by our side today the students coming from the Lycée Pierre Loti. Moreover, this conference, full of insight and decorum, will not only help you develop public speaking skills and negotiations, but also forge new experiences that will blossom and create unforgettable memories in the social aspect, as well as in receiving knowledge from the committees, the other delegates, and the conference as a whole. Poverty, climate crisis, global public health, socio-economic development, war, terrorism, and other factors concerning our world are all obstacles
regarding the harmony of our society. In addition, COVID-19 pandemic, still a contemporary matter, has indeed changed our lives, altered our perspective in numerous aspects, and limited us severely. However, this pandemic has also allowed us to grow from within, reminded us certain values we may have forgotten, brought out a more human side to us, while bringing to the surface numerous problems of our modern society. With that being said, I believe that we have the moral obligation to question and inform ourselves about the events taking place around the world, because as Martin Luther King Jr. said, nothing in the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. This unique conference shall form active members of society, overloaded with determination and motivation to improve our planet's conditions and assure peace, dignity, and equality. We are responsible of who we are and how we evolve. It is our time to make a change. It is our time to become a better generation. I wish you all success in your debates and hope that by the end of this conference, you will have learned new things, acquired new skills, yet also made new friendships and countless memories to cherish for the rest of your lives. Thank you. Nous appelons maintenant à la tribune Madame Elena Luca, la secrétaire générale de l'Union 2021. Honorable secrétariat, chers invités, chers délégués, il y a 3 ans, ma première rencontre avec ce projet a été faite dans cette même salle. En tant que déléguée débutante à l'époque, le LFHMUN, à travers mes yeux, semblait insignifiant et même incompréhensible. Aujourd'hui, je suis sur la tribune de l'Institut français, devant vous tous, et je m'identifie au visage des délégués. Je peux me voir à travers les yeux des présidents. Aujourd'hui, par contre, je sais, je comprends. Cette année, grâce à ma position, j'ai pu ressentir l'importance de cette conférence plus que jamais. Nous vivons dans un monde qui n'est pas toujours de notre côté, qui n'est pas toujours du bon côté, du côté de la liberté, de l'équité, de la justice. Nous apprenons quotidiennement des actualités dévastatrices, des États et des peuples qui font face à la corruption, des droits humains non respectés, notre environnement comme nos peuples sont attaqués. Nous entendons parler de crise, de guerre, de peur, d'incertitude, de danger. Pendant cette conférence du LFHMUN, comme toutes celles qui l'ont précédée et toutes celles qui la suivront, nous voyons quelque chose d'indispensable en vous, la volonté de changer. Si je devais décrire l'expérience du LFHMUN avec un mot, ça serait la croissance. Ce projet donne chaque année à des centaines d'élèves l'opportunité d'évoluer, de mûrir, de progresser. Avec tous ces élèves, le monde progresse, le monde évolue, le monde se développe. Comme dit Gandhi, vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et on compte sur vous. Nous, vous et les générations qui suivront sont le changement. L'organisation, la coordination et le temps consacré pour ce projet par nous tous est énorme. Mais derrière se cachent des sacrifices à la fois personnels et collectifs. 2 aspects très importants. Le premier étant que ce projet est contagieux. Contagieux parce que dès qu'on touche au LFHMUN, on ne pourra jamais le laisser derrière nous. On ne pourra jamais baisser les bras malgré les difficultés
que nous rencontrerons. Et le second étant l'espoir que nous développons pendant ces 3 jours de conférence. 3 journées en regardant tous ces élèves s'interroger et s'intéresser à des valeurs non négligeables, comme la protection, la liberté et la sécurité. Des élèves s'intéressant aux valeurs des Nations Unies. Personnellement, ce que j'adore avec cet événement est le fait que l'on peut vivre l'expérience des Nations Unies de tous les points de vue possibles. En tant que délégué, en tant que président, en tant qu'élève organisateur. Et vraiment, si je peux vous souhaiter quelque chose aujourd'hui, du fond de mon cœur, c'est de pouvoir vivre tous ces aspects. Pouvoir passer de toute cette position. Mais même si vous ne le faites pas, vous serez ébloui par la beauté qui va avec ce projet tellement complexe. J'espère pour vous tous que pendant ces 3 journées, vous aurez l'occasion de découvrir le monde du débat, de l'éloquence, des connaissances. J'espère également que vous allez avoir des conversations intéressantes et des débats fructueux. Et le plus important, j'espère qu'à la fin de cette conférence, vous allez comprendre réellement ce que vaut le LA Fashion UN. Merci beaucoup. J'espère d'avoir Nous vous remercions chaleureusement pour votre discours. À présent, nous allons procéder au discours des élèves ambassadeurs de certains pays participants. Nous appelons ainsi à la tribune son Excellence l'ambassadeur de la Corée du Nord. Honorable secrétariat, chers représentants des pays du monde, nous, la délégation de la Corée du Nord, sommes ravis de représenter aujourd'hui notre chef honorable, le guide de notre peuple et le héros de notre République, camarade Kim Jong-un, au sein de cette conférence de l'ONU qui a comme but la protection de la liberté et de la sécurité dans un monde corrompu et abattu. En tant que délégation de la Corée du Nord, au nom de notre République démocratique et au respect de notre nation, nous sommes et nous serons toujours prêts à maintenir la paix si désirée, mais en même temps si abattue par le gouvernement capitaliste et impérialiste. La paix est parmi les préoccupations primordiales de la politique de notre respectueux camarade Kim Jong-un, qui guide notre peuple depuis 2016. Sans jamais avoir causé des tensions militaires. Comme le chef de notre République, camarade Kim Jong-un, a prononcé dans un de ses derniers discours, la paix et le bien-être de notre peuple sont tout à fait maintenus par notre parti et constituent la base de notre économie et de l'évolution majeure de notre industrie. Même si notre pays se considère une nation pacifique, nous avons été obligés de développer une des armées les plus puissantes du globe afin de protéger notre nation qui constitue l'exemple d'une nation parfaite sans aucune injustice sociale. Nous sommes alors prêts à utiliser toutes nos forces pour sauver la liberté et l'intégrité de notre pays et de notre République démocratique, constamment menacée par les pays capitalistes et impérialistes, et nous incitons les autres pays à adapter les politiques de notre système parfaitement organisé par notre chef suprême. Merci beaucoup. Ou, comme on dit en coréen, Gamsahamdina. Nous cédons la parole au secrétariat. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent l'ambassadeur de la Russie. Vous avez maintenant la parole. Mesdames, Messieurs, honorables
secrétariat, chers invités, en tant qu'ambassadeur de la délégation russe, nous assistons à cette conférence dans les aspirations de pouvoir débattre et parvenir à des résolutions qui permettront d'assurer la protection, liberté et sécurité dans un monde corrompu et abattu. Malgré la situation actuelle en Ukraine, nous sommes toujours ouverts à des négociations et débats à propos de la stabilité régionale. Nous espérons qu'à la fin de cette conférence, nous serons arrivés à des résolutions fructueuses qui conviennent à tous les États et acteurs concernés. Dans tous les comités, la délégation russe a le même but, adresser les questions politiques ou géopolitiques actuelles et récentes. Notre but est notamment d'utiliser cette conférence afin d'étendre une branche d'olivier, mais nous restons cependant fidèles à nos idées morales. À la fin de cette conférence, on espère que les débats auront mené à des solutions concrètes qui peuvent nous aider à changer le monde, à assurer un futur équitable et en paix. En tout, on espère que les autres délégations vont aussi s'appliquer afin d'assurer la protection, liberté et sécurité dans notre monde. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. On souhaite un bon début de la conférence. On cède la parole au secrétariat. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent son Excellence l'ambassadeur du Brésil. C'est pas grave, nous allons continuer. Nous appelons à présent son Excellence l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite. À la République, vous avez c'est pas grave. Nous appelons à présent son Excellence l'ambassadeur de l'Israël à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorable secrétariat, chers délégués, rassemblés pour cette nouvelle édition du LFHMUN, la délégation d'Israël vous remercie pour cette opportunité. La liberté, la sécurité sont des concepts, des droits fondamentaux qui doivent impérativement être omniprésents et accessibles à tous au XXIe siècle. Selon notre délégation, il est inacceptable que dans un monde multipolaire comme le nôtre, où nous avons une abondance de ressources à notre disposition, l'envie de certains engendre l'exploitation, la mise en danger d'autres. Il est en fait indéniable que dans la société moderne que nous cohabitons, la corruption est un phénomène présent à toute échelle. Dans un contexte social où le chaos règne dans diverses régions du globe, il s'agit d'un problème majeur qui achète l'enrichissement, la prise de pouvoir de plusieurs au prix du bien-être, des droits fondamentaux de multiples peuples, de dizaines, de centaines de millions de citoyens. Reflétant alors la cupidité inerte de l'être humain, la délégation d'Israël admet que c'est un problème qui doit être adressé immédiatement par nous, représentants des nations du monde. Notre but doit être d'assurer la mise en place de la liberté ainsi que de la sécurité de tous, afin de construire un avenir où les inégalités et la souffrance ne seront point des sujets qui devront occuper une place centrale dans nos réflexions. Protéger nos citoyens est notre devoir. L'utilité de la présence des nations est de maintenir l'unité, d'établir un contexte où nul est privé de ses libertés. Alors, la délégation d'Israël vous demande, comment pouvons-nous ignorer le fait que des peuples entiers vivent dans des situations où ils se ressentent en constant danger, n'ayant même pas le droit d'exprimer leur peur? Comment pouvons-nous accepter la mort de centaines de personnes chaque jour en raison de guerres enrichissant les vendeurs d'armes? Comment pouvons-nous accepter qu'il y ait 4 millions de réfugiés forcés à quitter leur domicile chaque année? Quand allons-nous agir? Nous vous remercions et cédons la parole au secrétaire. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent l'ambassadeur de Émirats Arabes Unis à la tribune. Vous avez maintenant la parole.
Mesdames, Messieurs, honorable secrétariat, chers présidents et délégués, en tant qu'ambassadrice des Émirats Arabes Unis, je vais vous présenter mon pays et j'espère qu'à la fin de cette conférence, nous aurons fait un pas en avant pour mieux assurer la protection, la liberté et la sécurité dans ce monde corrompu et abattu qui nous entoure. Les Émirats Arabes Unis sont un État fédéral créé en 1971 qui est composé de 7 Émirats, dont les villes de Dubaï et d'Abu Dhabi, ce dernier étant la capitale fédérale. Ces dernières années, la Fédération des Émirats Arabes Unis est principalement dictée par des considérations sécuritaires, ainsi que la lutte contre les groupes extrémistes et des considérations économiques afin de trouver une stratégie de développement post-pétrole. Les Émirats Arabes Unis ont comme fin de faire croître l'économie qui est déjà florissante et renforcer sa position stratégique au Moyen-Orient. C'est pour cela que, les dernières années, le principal but du pays est de renforcer la sécurité, qui est devenu un principe fondamental où on ne tolère rien qui puisse l'affecter. Le pays a effectué plusieurs modifications depuis 2019, qui portent notamment sur la législation qui encadre les drogues, la sécurité en ligne, le commerce et la sécurité des personnes. De nouvelles lois cherchent à renforcer la protection des femmes et des domestiques et à assouplir les restrictions sur divers comportements. Les changements vont renforcer le soft power du pays, réduire au minimum la criminalité et augmenter le tourisme. Cependant, notre lutte pour un monde meilleur n'a que commencé. À la fin de cette conférence, nous espérons avoir trouvé, tous ensemble, des résolutions aux problèmes qui préoccupent le monde entier. Chers invités, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Nous cédons la parole au secrétariat. Nous vous remercions pour vos discours. Nous appelons à présent son Excellence, l'ambassadeur de la France, à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorable secrétariat, chers délégués, mesdames et messieurs. Platon avait décrit la condition humaine comme 2 chevaux qui tirent un chariot. Une qui nous tire vers les nuages et la connaissance, l'autre vers la bassesse et les pulsions. C'est aussi une manière d'exprimer la dualité de l'homme, qui existe dans chacun d'entre nous en tant qu'épée double tranchant. Omniprésente. Parmi tous les échelons du monde entier, elle est à l'origine de nos plus grands accomplissements, mais aussi des problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui, comme la corruption. Il est alors nécessaire qu'en tant que société, nous promouvions des valeurs qui nous sont sacrées, des valeurs pour lesquelles nous pouvons nous battre, sachant que nous défendrons des besoins naturels et légitimes, tels que la sécurité, sans laquelle nous pouvons vivre sans peur. La protection des citoyens, grâce aux garants assurés par la République, et la liberté. Droit inaliénable et sacré, fondateur de notre société. La France a toujours été de l'avis qu'il fallait soutenir ses valeurs vis-à-vis du côté sombre de l'homme, qui salit aussi notre passé, sinon orné d'innovation humanitaire dans les domaines les plus sacrés. L'idéal serait de prendre en compte les erreurs du passé et continuer notre développement en tant qu'être, malgré les cicatrices qui peuvent hanter les relations internationales. La France reste déterminée dans sa mission de maintenir d'un côté l'ordre, la protection et la sécurité, mais aussi la liberté, l'expression et le partage d'idées. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde où des formes d'esclavage existent encore. Un monde semé de guerres, qui récolte des centaines de milliers de citoyens tous les jours. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde où le nombre de réfugiés est en croissance et le nombre d'accès au droit d'asile en décroissance. Soit, en quelques mots, un monde où on peut facilement se sentir abattu. Nous sommes tous héritiers de liberté, propres à l'homme. Nous sommes donc consécutivement ceux qui doivent assurer la continuation de ces dernières ainsi que leur propagation autour du monde. La France sera à jamais supportrice et protectrice de ces valeurs.
C'est donc avec la plus grande considération que nous prenons la responsabilité qui nous est confiée de garantir les droits de l'homme quand ceux-ci sont face à des menaces. Pour que ni hommes, ni femmes, ni enfants ne soient laissés suffocants dans les siphons de l'oppression ou assoiffés dans les déserts de l'inégalité. Duke Ellington déclara un jour « Un problème est une chance de donner le meilleur de soi-même. Nous devrions assurer la protection de nos principes tout en éloignant les ténèbres occultant notre jugement. » Merci beaucoup pour la parole. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent son Excellence, l'ambassadeur de Cuba. Vous avez maintenant la parole. Honorable secrétariat, mesdames et messieurs, je suis l'ambassadeur de la délégation du Cuba, État membre des Nations Unies depuis 1945. Et nous sommes ravis de pouvoir venir aujourd'hui assister à cette conférence ayant pour thème la protection, la liberté et la sécurité dans un monde corrompu et abattu dans lequel nous vivons. La liberté de nos citoyens est au centre de la politique menée par notre gouvernement et c'est pour cela que nous avons adopté une nouvelle constitution en 2019 suite à une consultation populaire. Celle-ci met tous nos citoyens sur un pied d'égalité et assure la liberté de tous, éliminant tout type de discrimination. Ce qui compte pour nous est que nos citoyens soient libres et se sentent en sécurité au sein de notre nation. Pour cela, il est impératif de maintenir la paix et la sécurité internationale. Nous devons, par le biais de cette conférence, coopérer pour résoudre les conflits actuels et parvenir au bien commun. Pour ceux qui nous impliquent directement, la délégation du Cuba souhaiterait résoudre l'issue de l'embargo des États-Unis contre nos partis qui, alors qu'il commençait à y avoir une certaine détente, a été renforcée lors du mandat du président américain précédent. Cette mesure, mise en place il y a plus d'un demi-siècle, nous semble être désormais archaïque. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne conférence. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent son Excellence, l'ambassadeur de la Syrie à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorable Presidents and Chair, esteemed guests and dear delegates, comrades. From children holding guns in wars by forces to not keeping a seat for women when it comes to taking part in political, cultural, economic, social actions and decisions, the regime of Syria is submerging itself by the lack of all forms of freedom and humanity. Syria has recognized a variety of conflicts and civil wars since the year of 2011. Here is the situation in 2021 throughout numbers according to recent studies. 6.9 million people are displaced within Syria, being one of the most dangerous countries worldwide. Nearly 13,000 children have died or been injured in Syria since the beginning of this war. And more than 50% of Syrians live in extreme poverty on less than $1.90 a day. Now, what is behind this corruption, you may ask? Well, to start off, the governing system is the main reason of corruption and its sources, as the regime moves towards dictatorship by idolizing the governor and forgetting the concepts of the modern state and democracy, thus leaving the country to economic and financial corruption and crisis. Furthermore, Syria's dystopian political system highly affects the birth of legislative, executive, and judicial authorities marked by corruption and bribery, which undermines democracy and good governance. In fact,
corruption also weakens economic development by generating considerable distortions and inefficiencies in the economy, which explains the lowering of compliance with construction, environmental, and other regulations as well, as reducing the quality of government trust services while increasing budgetary pressures on government. In addition, it is important to note that corruption also generates distortion in moral values and the emergence of fanatic and extreme opinions, leading to crime as a reaction to moral deterioration and inequality of opportunities. Moreover, the government's injustice will lead to the spread of poverty, thus creating hatred and tension amongst social classes, generating the marginalization of affected groups touching women, children, and the youth. Religion possesses a high effectiveness as to calling for a submissive and obedient relationship between the creation within its creator, due to its grounding in morality and therefore establishing another form of discipline according to the sacred manuscripts, leading to the prevention of deviations. Although in this case, religion can be a double-edged sword in the sense of extremism and abuse of the religious practices in order to serve political ends. Over and above that, the medias are employed as a source of mechanism which purposes the detection of any sort of misconduct before it occurs. Although Syria's government leaves another footprint of lack of communication and human rights by restricting and violating the rights of freedom and expression. The delegation of Syria has poured all of its conflicts on the table, leaving a catastrophic, alarming call for help in order to stop its crisis from the rest of the world. Shukran lakum. Thank you. Nous vous remercions pour votre discours. Nous appelons à présent son Excellence l'ambassadeur du Japon à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorable secrétariat, chers délégués. Aujourd'hui, le monde vit une période d'abattement. Et c'est très compréhensible car les sujets d'inquiétude s'accumulent. La crise sanitaire du Covid-19, la multiplication des conflits, la crise climatique, la crise écologique avec l'effondrement de la biodiversité et l'omniprésence de la pollution. Et à cela s'ajoute la crise économique qui n'apaise pas la situation, avec le retour de l'inflation et le renchérissement des hydrocarbures, des denrées alimentaires et des matières premières. L'inquiétude monte et les demandes de sécurité avec. Partout, on recherche des garanties sur l'accès à des ressources essentielles, comme l'eau, l'énergie et les matières premières. Les peuples expriment une demande générale de protection et plus encore les pays développés qui n'y étaient pas habitués. Le repli sur soi qui en résulte accentue la crise dans les pays en voie de développement. Nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous œuvrons pour renforcer des partenariats pour le développement durable dans les pays moins développés. Pendant le processus de négociation des objectifs du développement durable, le Japon a adopté le concept de sécurité humaine. Nous attachons de l'importance aux programmes de développement comme l'éducation, la santé, les infrastructures de qualité et la réduction des risques de catastrophes. Nous devons travailler ensemble pour construire un nouveau partenariat mondial où tous les pays, le secteur privé comme la société civile, unissent leurs forces et jouent leur rôle respectif. Au cours des 60 dernières années, le Japon a continuellement contribué à la stabilité et à la prospérité de la communauté internationale en fournissant une aide publique au développement. Toutefois, nous constatons que les demandes légitimes de protection ne peuvent être garanties sans transparence. C'est pour ça que nous devons permettre à chacun de s'exprimer librement afin que chacun puisse valoir son point de vue. Sans entraide et sans se soucier du bien commun, nous ne pouvons pas répondre aux problèmes d'actualité. L'entraide et la coopération ne sont pas des options, elles s'imposent à nous. De même, nous savons bien que la corruption préserve à court terme les intérêts privés d'un petit nombre et en compromettant l'intérêt commun à plus long terme.
Il convient donc de lutter efficacement contre ce fléau. C'est dans cette foi que nous nous sommes déjà engagés et nous avons la volonté de poursuivre l'effort avec le soutien de toutes les bonnes volontés internationales. La délégation du Japon cède la parole au secrétaire. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent son Excellence, l'ambassadeur du Qatar, à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Dear delegates, estimated guests, as a representative of Qatar, and I think speaking for all the delegates present today, Qatar is grateful to participate in the debates regarding the major challenges of our time. Even though Qatar is one of the smallest countries in the world, it is not only willing, but also encouraging to enact international cooperation essential to tackle global issues that concern us all. Today, protection, freedom, and safety in a corrupted and ailing world may seem an impossible obstacle to overcome, but together we can and we will surpass our limits through education and the initiatives put in place by international corporations such as the UN. We will make a change. To this end, as a representative of Qatar, it is safe to say that this change cannot be resolved without the role played by both the developing countries and the developed countries as well. We must help our fellow citizens of the world so we can all flourish together. Despite the controversy presented with the Football World Cup in Qatar, you delegates and representatives of your countries must take into account our actions towards the prosperity of our societies, notably in the environmental sector. Qatar is a world leader in fossil fuel and gas production on the international scene. This sector is a key to our economy. This is why we need your help in the transition to greener energies and more renewable sources to ensure environmental prosperity. But Qatar cannot act alone. We must all act together to tackle the most important challenges of our time and ensure prosperity, peace, and environmental protection for our world. We give the stage to the Secretariat. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent son Excellence, l'ambassadeur de la Finlande. Vous avez maintenant la parole. Honorable Secretariat, dear student officers, fellow delegates, ladies and gentlemen, the delegation of Finland is extremely delighted and honored to be here today. Being a country that's considered one of the safest countries to live or travel in, comparatively, crime rates are low. Finland's judicial system is the most independent in the world, its police the most trusted, its elections the second freest, the third least corrupt, and the third most socially just, and its citizens enjoy the highest levels of personal freedom. Gender equality similarly was baked in. Finland was the first country in the world to extend the right to vote and stand for elections to all women and men in 1906. It was also the first country to elect women to the parliament. This means freedom for everyone. Finland's parliamentary system features free and fair elections and robust multi-party competition. Freedoms of speech, religion, and association are respected. Finnish people trust the government because of their cooperation, protection, equality, and respect for education. This aspect of our country is what provides our citizens well-being and happiness. All these facts are stated because the delegation of Finland strongly believes that protection, freedom,
and safety are top priorities to be included in every country's laws. It allows people the opportunity to pursue happiness while ensuring their rights and be protected at all times. The Republic of Finland urges all member states to write, discuss, work, and have debates that will result in solutions that will bring our world one step closer to greatness. Thank you. The delegation of Finland yields the floor to the Secretary. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent Son Excellence l'ambassadeur de la Chine à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Chers délégués, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ouvrir cette conférence en tant qu'ambassadeur de la Chine. La Chine se tient toujours du bon côté de l'histoire, du progrès de l'humanité, de l'équité et de la justice internationale, et du côté des nombreux pays en développement. Nous avons choisi la coopération et non la confrontation, l'ouverture et non le repli sur soi, les bénéfices partagés et non le jeu à somme nulle, et l'égalité et non l'intimidation et la loi du plus fort. Et nous travaillons avec tous les pays et peuples épris de paix pour que l'humanité se dirige vers un avenir plus radieux pour tous. Un vieux dicton du recueil Guangzi, des écrits chinois avait dit « Wo shi shi shan yue wa shi », qui veut dire « La stabilité apporte la prospérité à un pays, l'instabilité l'amène à la pauvreté ». La sécurité d'une nation est donc d'une importance majeure. Il s'agit en effet de savoir comment assurer la survie de la communauté nationale. Cela nécessite donc de d'abord définir les menaces qui peuvent peser sur cette communauté, puis de déterminer les moyens que la communauté nationale est prête à mettre en œuvre pour dissuader une puissance extérieure d'utiliser la force pour intervenir, imposer sa volonté, voire détruire l'indépendance. Nous, l'humanité, vivons dans une période de sécurité indivisible. Il a été prouvé à maintes reprises que la mentalité de la guerre froide ne ferait que détruire le cadre de la paix mondiale, et que l'hégémonisme et la politique de puissance ne feraient que mettre en danger la paix mondiale, et que la confrontation des blocs ne fera qu'exacerber les problèmes de sécurité au XXIe siècle. La Chine est donc convaincue de détenir une vision de sécurité commune, globale, coopérative et durable, et de travailler ensemble pour préserver la paix et la sécurité dans le monde. On s'oppose donc à l'unilatérisme, à la politique de groupe et à la confrontation entre blocs. Depuis la fin du XIXe siècle, le gouvernement chinois a prôné l'établissement d'un État fort pour assurer la prospérité économique et l'harmonie sociale. Par contre, elle ne connaît de frontières d'aucun genre, que celle-ci relève de l'idéologie ou de la sensibilité politique, ou même de degrés de force institutionnelle. La corruption est une maladie, et elle ne peut pas être complètement éliminée. Il n'existe pas de pays qui connaissent un niveau de corruption de zéro. Certains connaissent que d'autres, mais nous devons la vaincre. Les républiques ne sont pas en faute, mais plutôt, elle a permis d'aborder le problème avec une plus grande franchise et nous a forcés à la confronter. Ce qu'il faut combattre, c'est la maladie, et non le système. Vive Xi Jinping. Nous cédons la parole à Zed. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent Son Excellence l'ambassadeur de l'Afghanistan à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorable secrétariat, mesdames et messieurs, chers délégués, la délégation de l'Afghanistan, après une année tourmentée, est ravie de participer à cette conférence de l'ONU et souhaite de riches et profondes discussions entre nos différentes délégations. Après 20 ans de guerre, de désastres économiques, de corruption, de misère, nous avons déclaré l'armistice et nos adversaires sont pardonnés. Nous avons hérité d'un pays plongé dans la misère et dans la corruption. Pour redresser notre pays, nous avons besoin de votre aide. La protection de la liberté et de la sécurité de notre peuple est très importante pour nous. Nous avons sorti notre pays du marasme de la guerre et de l'insécurité en ordonnant certaines mesures qui assureront le bon fonctionnement de nos sociétés, toujours suivant les principes de l'islam. L'un de nos principaux ennemis étant la drogue, nous avons interdit en avril 2022 la production du pavot et demandons l'aide
de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour sécuriser notre pays et lutter contre le crime et le terrorisme. Il est important pour notre gouvernement de saluer ici le renouvellement du MANUA, mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, qui continuera à aider le peuple afghan et nos institutions à parvenir à la paix et à la stabilité, conformément toujours aux droits et obligations inscrits dans notre Constitution. Mandat fort et solide qui aidera à redonner au peuple afghan la liberté et la sécurité nécessaires au développement de notre société. Nous voulons des bonnes relations avec les autres pays, pacifiées avec le reste du monde, et nous remercions chaleureusement l'ONU qui se concentre sur l'assistance et le soutien du peuple afghan en cette période critique que passe notre pays. Le peuple afghan n'a-t-il pas assez souffert? Il a besoin de votre engagement pour faire avancer son pays, le reconstruire de concert avec les autorités du pays. Nous serons jugés sur les actes, pas sur les paroles. Nous vous remercions et nous cédons la parole au secrétariat. Merci pour votre discours. Nous appelons à présent son Excellence, l'ambassadeur de la Turquie, à la tribune. Nous appelons donc à présent son Excellence, l'ambassadeur du Mexique, à la tribune. Vous avez maintenant la parole. Honorable secrétariat, chers membres et représentants des pays, c'est avec joie et fierté que l'État du Mexique se présente aujourd'hui parmi vous, parmi nous, unis, dans le cadre de cette nouvelle conférence qui cette année agit pour la protection, liberté et sécurité dans le monde corrompu et abattu. J'aimerais commencer par citer Eduardo Galeano dans sa analyse magistrale. La pauvreté résulte de la richesse de sa terre. Cela dit, le Mexique, comme la majorité des pays de l'Amérique latine, tente le tout pour le tout, pour se détacher du passé dépendant du pouvoir des États-Unis. Mais le grand flot auquel nous faisons face ces dernières décennies est l'emprise tentaculaire de la mafiocratie. Malgré notre bonne volonté, le gouvernement mexicain semble abattu, pour l'instant, contre la difficulté de mettre fin à la violence due aux activités des cartels. De 2000 à 2006, 79 000 personnes ont été arrêtées par rapport au trafic de drogue. De ce nombre, seulement 200 personnes étaient des membres importants des organisations criminelles. Pour tenter de freiner la violence reliée au trafic de drogue, grâce à leurs revenus, les cartels mexicains sont en mesure de corrompre les autorités. Ainsi, en 2001, 4 chefs militaires, dont un général, ont été arrêtés pour avoir reçu de l'argent du cartel du Golfe. De plus, depuis 2000, l'organisme Reporters sans frontières rapporte 40 assassinats de journalistes, dont plus de la moitié auraient enquêté sur le narcotrafic. Les enlèvements sont aussi fréquents au pays, estimés entre 700 et 1000 par année. C'est pour cela qu'il est nécessaire de s'unir afin de lutter contre la corruption. Lutter pour un État sécurisé. Des nations libres et engagées. Merci. Nous cédons la parole au secrétariat. Merci pour votre discours.
Le silence sera maintenant obtenu dans l'Assemblée avant de déclarer officiellement ouverte la 5e conférence du LFHMUN. Notre équipe de presse nous a préparé une nous appelons à présent un dernier ambassadeur. Celui des États-Unis. Vous avez maintenant la parole. Honorable Secretariat, dear delegates. The world is constantly reminded that corruption knows no geographic boundaries. Over the past few years, in South Africa, Peru, Malaysia, leaders were forced to step down and in some cases convicted over accusations of graft and corruption. A money laundering investigation launched in Brazil in 2008 expanded to take them down a vast network of politicians and business leaders across Central and South America over the course of the following decade. 4 out of every 5 human beings still live under corrupt governance. The impact of actual corruption is devastating. The effects can be particularly pernicious in developing countries, where budgets are tight and needs are vast. The United Nations estimates that corruption costs $2.6 trillion in losses every year. But even the perception of corruption is dangerous, undermining people's faith in governance, institutions, a phenomenon that is helping to drive a crisis of democracy worldwide. In Transparency International's latest Corruption Perception Index, most governments are seen as corrupt by their own citizens. Corruption is destructive to civilized society and has dire global consequences. It traps billions of human beings in poverty and breeds social, economic, and political unrest. Human rights are denied where corruption is rife. Corruption undermines democracy and the rule of law. Corruption distorts national and international trade. Corruption jeopardizes sound governance and ethics in private sectors. Corruption, the abuse of untrusted power for private gain, is wrong. The basic rights of hundreds of millions of people across the world. It has devastating consequences on the services provided by public institutions, and it undermines the prospect of a better life for future generations. The delegation of the United States of America believes that together we can work towards ending corruption and overcoming widespread injustices and impunity. All forms of corruption must be ended to secure the basic rights of all people and ensure a world where everyone can live in dignity. I yield the floor to the Secretary. Merci pour votre discours, merci pour cette petite erreur. Donc nous allons regarder maintenant la vidéo préparée par la presse team. Bon visionnage.